Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. Merci de nous préférer, bienvenue dans le Before des GG qui devient de plus en plus un rendez-vous incontournable de l'information. Ici, on va débattre des sujets d'actualité avec déjà l'équipe au grand complet résolument décidée à vous tenir à l'haleine jusqu'à la porte des grandes vacances. Nous restons avec l'actualité. C'est une affaire qui frise le parfum d'une arnaque savamment orchestrée. Deux cabinets, dont celui nommé Espace du Savoir. On en fait lancer le 11 juillet 2022 un appel à candidature à l'endroit des jeunes pour la participation à un concours au bout duquel les 100 premiers bénéficieront d'une bourse dans 4 pays hors du continent. Le problème, c'est que depuis la publication des résultats du dit concours, les lignes n'ont guère bougé et le langage tenu au départ du process a changé. Pour en savoir davantage, nous recevons Simon-Pierre Doualamou. Il est l'un des candidats victimes de cette opération. Alors que le ministre de la fonction publique de faciliter des actions de réforme qu'il a entreprises pour assainir le fichier de l'administration publique, de nouvelles révélations se font sur des prétendus enrôlements frauduleux. Koli Goïpogui, comme à son habitude, indexe Julien Yomboulon et le Premier ministre d'être en train d'enrôler leurs parents en violation de toute procédure. Il sera avec nous dans cette émission pour en parler. Eh bien, toute l'équipe au grand complet, nous parlerons de délestage, arrestation du leader du mouvement, pas courant, pas d'or, comme ils aiment à le dire dans les locaux d'Espace Cancan, délestage à Conakry et les réclamations de courant à l'intérieur. On en parlera également. L'affaire des 305 jeunes, la situation des boursiers guinéens de la Russie. Tout cela, si tout va bien, nous évoquerons dans cette émission. Merci de nous rejoindre. Si vous nous suivez ici en Guinée, à travers le monde, vous êtes dans Before des GG. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before des GG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, le Before des GG avec l'équipe au grand complet. Déjà avec nous sur ce plateau, Alassane Sako qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir de partager ce plateau enfin avec vous, Alassane. Oui, c'est vrai, on l'a toujours fui. Bon, oui. Je l'ai toujours fui. Oui. Mais bon, comme on aime à le dire dans la boîte, tu es victime de toi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand on est bien, on est partout. C'est ça aussi, Adafo Média, le travail encore et encore le travail. C'est ce qui d'ailleurs fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Oui, une valeur sûre. Hein, une valeur sûre à encourager. Et puis en même temps, individuellement pris, c'est cet effort collégial qui fait qu'aujourd'hui, je ne dirais pas la relève, mais en même temps, de nouveaux visages dans cette émission à grande écoute, mais aussi suivi un peu partout dans le monde. Voilà, merci beaucoup Alassane. Babila, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous et bonjour également à la CRIEF ce matin. Une manière pour moi de leur dire que les financements extérieurs en direction de la Guinée se passent entre les prestataires, le bailleur, le prêteur, mais aussi le maître d'ouvrage. Pour parler spécifiquement du dossier de Sotelgui, du cas Oye, qu'il sache que la Chine est le bailleur, le prestataire c'est Huawei et le prêteur ou bénéficiaire c'est le ministère, n'est-ce pas, des Finances et l'autorité de contrôle, l'administration de contrôle des grands projets. Et enfin, le maître d'ouvrage c'est le ministère des télécommunications, comme pour dire que dans un tel processus, à part le prestataire, aucune autre partie ne touche, n'est-ce pas, à l'espèce. Voilà, donc c'était une précision. On reviendra de long en large sur ce dossier qui est au centre de nos enquêtes. Alphonse qui nous a rejoint. Bonjour Alphonse. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Moi j'ai envie de lancer un bonjour rapidement au ministère de la Pêche. Le cabinet de Madame... Alphonse, c'est le matin, il faut plus d'énergie. Bonjour. Bonjour Djiba, en fait, je le disais... C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Il n'est que 9 heures. Il y a une économie d'énergie à observer. Félix sait de quoi je parle. Sinon, à partir de 14 heures, je vais commencer à compter
la position du soleil. Donc je le disais rapidement, mon bonjour au cabinet de Madame la ministre de la Pêche. Le cabinet a laissé une information prendre le dessus sur toute la communication de Madame la ministre. C'est le fait que la population augmente et c'est l'une des causes. La rareté du poisson est due à l'augmentation de la population. Ouais, mais c'est trop banal. La presse a tiré cette partie de la communication de Madame la ministre pour en faire un sujet. Pourtant, ce n'était ni le sujet ni la raison. Mais qu'est-ce que tu veux, Alphonse? Alphonse, non. Qu'est-ce que tu veux? Je finis, s'il te plaît. Oui, Alphonse, qu'est-ce que tu veux? Je finis, s'il te plaît. Madame la ministre citait au nombre des causes le fait qu'il y a eu un changement climatique qui affecte les conditions de vie des poissons dans l'eau. Et deuxièmement, la démographie. Mais dans sa communication, il n'est ressorti, dans toute la communication qu'elle a tenue, il n'est ressorti que ce point-là. Et il était de l'obligation. Il y a une cellule de communication. C'est ce que je dis. Il est obligatoire pour une cellule de communication d'un département comme celui de la pêche de venir nous permettre de comprendre ce que Madame la ministre a dit. Parce que quand on ne peut pas justifier quand même dans ce pays-là. Alphonse, tu ne vas pas te substituer au service de communication. Leur inefficacité, n'est-ce pas, ne peut pas être payée, ou en tout cas on ne peut pas l'endosser à la presse. Nous sommes en tout cas, le poisson se raréfie, il coûte extrêmement cher. Vous n'êtes pas en train de m'écouter, s'il vous plaît, vous me permettez de finir. Oui, vous parlez de la même chose, rapidement. Quand je dis aujourd'hui qu'il est obligatoire pour le département de venir communiquer véritablement pour nous dire c'était quoi l'objet de la communication de madame, parce que je ne comprends pas qu'en Guinée, où des Chinois viennent, parce que 99% des pêcheurs qui ont des véritables bateaux, pas des pirogues, des bateaux en Guinée sont des Chinois, que des Chinois viennent approvisionner le marché chinois en poissons suffisants chez nous, et qu'on nous dise que non, c'est parce que notre population a augmenté qu'on n'a pas de poissons. Oui, c'est parce que les poissons sont pêchés et revendus dans la sous-région. Même du côté de la Côte d'Ivoire, on le sait. Évidemment, on a un plateau continental qui est très propice au développement des poissons. Donc aujourd'hui, il est obligatoire que le cabinet de Madame la ministre vienne auprès des médias pour nous expliquer c'était quoi l'objet de sa communication. Parce que nos femmes manquent de poissons dans le marché et qu'on justifie ça par la démographie, que nous avons, on ne peut pas manquer de respect à l'intelligence des Guinéens jusqu'à ce point. Il faut un travail parce que on pêche dans nos eaux délibérément. Oui, allez-y. C'était pas un point de presse ou une conférence de presse, c'était lors d'une plénière devant les conseillers nationaux de la transition. Alors, c'est vrai que cette partie de la communication de Madame la ministre a beaucoup plus pesé dans au niveau des citoyens. Mais elle allait plus loin quand Madame la ministre nous dit que la Guinée n'a pas de flotte nationale en ce qui concerne les navires. On a le droit de se poser des questions. Les licences qu'on donne à ces bateaux qui battent pavillon étranger, comment ils font pour les avoir? En fait, le process est simple. Quand vous êtes chinois ou étranger, vous voulez pêcher dans les eaux guinéennes, l'État guinéen ne vous donne pas de licence. Vous prenez un Guinéen à qui vous octroyez un pourcentage dans votre activité, et ce Guinéen-là prend la licence en son nom. Et le malheur, c'est pourquoi je suis en train de faire un travail sur l'économie maritime en République de Guinée. Ça va vous décevoir. Vous savez qu'en République de Guinée, avec tous les acteurs de la pêche qu'on a ici, il n'y a que Bobodi, par exemple, qui a des bateaux propres à lui. Les autres se contentent parce que même qu'il n'y a pas de centre de technique. Il y en a qui ont des licences aujourd'hui. Oui, non, justement. Non, on parle pas de alors, on va le temps de dire bonjour aux autres. Le temps de dire bonjour aux autres. C'est un sujet qu'on va développer dans cette émission. Puisqu'il y a aussi CNLSP, cette structure de surveillance des pêches maritimes. Si tout va bien, nous pourrons avoir Bakary, le directeur, dans cette émission pour nous dire qu'est-ce qui est fait. Eux aussi, c'est vrai, il y a eu beaucoup de réformes. Le siège même a changé aujourd'hui, mais les difficultés qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas assez de flotte pour faire la surveillance. Ce sont les difficultés qu'ils rencontrent. Évidemment. Sinon, de ce côté, il y a eu quand même un travail remarquable qui a été abattu au niveau de ce centre-là. Bonjour Félix, le cousin qui nous rejoint, bonjour. Bonjour Diba et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On sent que le moteur est allumé. Merci Diba. Merci de me réveiller. Non. Voilà. Emmanuel, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Vous permettez rapidement, je vais dire bonjour au ministre Diallo, Béa Diallo. Je ne vais pas faire dans la dentelle ce matin parce que il me semble être l'un des mauvais castings de la transition. Ah non, mais c'est trop tôt. Oui, c'est pas trop tôt. On nous a retiré l'organisation
qualification de la CAN 2025. Nous n'avons plus de stade homologué et le ministre il se donne le plaisir de se promener avec une Koura, comme si de rien n'était, comme si son département, le département dont il est en charge n'a pas de soucis. Peut-être que c'est son lobby, hein. Non. Peut-être que c'est son lobby, il a un penchant certainement pour ça. Tout simplement qu'il rende le tablier et qu'il aille démarcher comme ça se fait. Il ne faut pas qu'on le cache. Il y a eu des ministres qui ont démarché des postes dans ce pays-là. Je ne dis pas que BA l'a fait, mais je dis que ça s'est fait. Et il est en train de le faire. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que au sein des différentes fédérations sportives, il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Il y a tellement de choses à régler dans ce département qu'il gagnerait mieux à démissionner qu'à se pavaner avec une Cora. Merci d'évoquer le sujet. Merci. On le dit d'abord, bonjour. C'est vrai, merci. On va dire bonjour à notre député. Caps, bonjour. Merci d'être là, monsieur le député. Merci, bonjour Djiba, bonjour à tous. Je vais juste rappeler à Alphonse que dans les médias, quand le chien mord un individu, ça ne veut rien dire. Mais quand l'individu mord le chien, ça veut beaucoup dire. Et c'est important de saisir cette opportunité ce matin pour rappeler à la population guinéenne que Covid est là et c'est une réalité. On a 30 cas positifs qui se sont avérés sur 3178 tests qui ont été révélés, soit un taux de positivité de 0,9%. Et le variant qui est arrivé, il est très agressif. Exactement. Et donc à l'ANSS de prendre ses responsabilités, son bâton de pèlerin et de mettre plein dans la sensibilisation et dans la pédagogie. Ils ont peur. Ne pas attendre que les choses puissent leur dépasser pour dire maintenant de parler. Peut-être l'avantage comparatif que nous avons, il y a au moins 10 millions de personnes quand même qui ont été vaccinées. Ça, c'est un chiffre quand même à saluer lorsqu'on regarde un peu la démographie en Guinée. Oui, Babila, juste un mot, on va dire. Appuyer Emma comme pour dire que le ministre, n'est-ce pas, Béa nous a fait béer hier avec Sakura, comme pour dire en pensant qu'on peut, n'est-ce pas, qu'on peut se servir d'un baya, n'est-ce pas, pour remplir le trou béant, n'est-ce pas, du manque de résultats, n'est-ce pas, qui bat le record dans son décor au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, tous les superlatifs sont possibles. En tout cas, s'il nous suit, c'est un message d'alerte. On revient avec vous, Babila, arrestation du leader du mouvement, pas de courant, pas d'or, dans les locaux de la radio Espace à Cancan. Délestage, de ce côté, on sait quand même en Haute-Guinée, c'est devenu aujourd'hui une habitude, même si à l'Abbé aussi ça se ressent. Et à Conakry, ces jours-ci, on constate des délestages. Pendant surtout la rupture, et du côté de Cancan, il y a eu cette arrestation. Vous avez des informations à votre niveau? Oui, justement, Djiba, c'est hier dans l'après-midi que le leader du mouvement de réclamation qu'on appelle pas courant, pas d'or, qui est Mbia, qui est un jeune connu dans ce combat depuis sous Alpha Condé, et qui était, selon nos informations, il avait été invité hier dans l'émission Beitafon de Radio Espace Cancan pour un peu parler de leur programme, de toute cette réclamation, de ces manifestations, n'est-ce pas, en récurrence dans la cité de Mbemalfa Cabinet Kaba pour réclamer du courant électrique dans les ménages. Alors, c'est selon les propos, en tout cas, ou les informations que nous avons reçues de par nos collègues qui sont sur place, il n'aurait pas tenu, en tout cas, de propos qui puissent constituer d'infraction jusqu'à nécessiter son arrestation. Cependant, qu'il y avait déjà, n'est-ce pas, il était déjà dans le viseur des autorités, puisque c'est lui qui est le porte-flambeau, n'est-ce pas, de cette réclamation, avec la multiplication de ces manifestations nocturnes surtout. C'est parti de Bordeaux qui a donné le ton, et après vous avez suivi des jeunes manifestants qui ont brûlé aussi l'effigie du président de la transition au niveau du rond-point Komarala, et après 2 jours après, il y a 2 groupes de jeunes aussi qui se sont livrés à une sorte d'intifada pour, n'est-ce pas, le rétablissement de ce poster géant du président. Et après, c'est Missira, le quartier, un des grands quartiers populaires de Cancan, qui est entré dans la danse par rapport à cette réclamation de courant. Et ils ont même bloqué la nationale Cancan-Kouroussa. Et hier nuit encore, les mêmes manifestations ont éclaté, comme pour dire que les jeunes commencent à prendre l'habitude de manifester nuitamment. Quand la nuit tombe, automatiquement, ils descendent dans la rue, ils brûlent des
pneus et il barricade les passages et empêche justement toute circulation. Donc c'est face à toutes ces situations que Mbia, dans cette atmosphère très confuse, Mbia s'est prêté justement à cet exercice de communication. Très malheureusement, en étant dans les locaux de notre radio, et nos confrères disent avoir reçu un coup de fil du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan qu'il y a un mandat d'amener contre Mbia alors qu'il était dans les locaux de la radio. Donc étant averti, d'ailleurs avant que cette information ne vienne, les journalistes ont remarqué une présence, n'est-ce pas, effective des services de police dans les alentours du siège de la radio. Donc ils avaient bouclé le périmètre pour, n'est-ce pas, le mettre le grappin dessus une fois qu'il sortirait des locaux. Mais ayant passé plusieurs heures ou plusieurs moments à l'attente du jeune, parce que averti par nos collègues comme quoi il y a des policiers qui seraient là dans l'intention de l'arrêter. Et c'est après tout cela que le procureur aurait passé un coup de fil à leur endroit pour leur demander de mettre Mbia à la disposition des éléments de la police parce qu'il y a un mandat d'amener contre lui. Je ne sais sur quel terme effectivement ils se sont entendus à ce que le jeune soit finalement embarqué, mais selon au dire de certains journalistes de la place, Mbia lui-même de façon volontaire aurait accepté, n'est-ce pas, de se mettre à la disposition de la police pour être embarqué vers une destination que nous ne pouvons préciser pour l'heure. Mais en tout cas, il faut le préciser, c'est sur mandat du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan. Ce qui, de mon point de vue, pour terminer, me semble être très inquiétant. On a l'impression aujourd'hui que personne ne doit réclamer dans ce pays, même dans les formes les plus autorisées, et réclamer du courant électrique. Est-ce que ce n'est pas un droit pour un citoyen? Est-ce que communiquer par rapport pour, n'est-ce pas, faire savoir ses ressentis, mais sauf à ne pas aussi brûler quand même des édifices. Oui, édifices. Voilà. Pour l'heure, je ne crois pas que c'est là. Édifices publics comme quoi, il n'y en a pas. C'est vrai, les manifestations, ils sont parvenus à empêcher par moment justement la libre circulation des personnes sur certaines Parce que cette affaire de courant au Guinée, c'est un héritage lourd. Effectivement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, il y a eu une pose de première pierre en 2012 pour justement, il y a eu également en 2012 avec, on parlait de centrales solaires, de barrages hydroélectriques. Toujours, on a posé des pierres, mais il n'y a jamais eu de suite. Effectivement. Mais qu'est-ce qui a mis le feu à la poudre? C'est cet engagement qui avait été pris récemment par le directeur de l'EDG, comme quoi qu'ils sont en mesure de produire de l'électricité de 18h à 6h du matin. Et donc, dans un bref délai. Il y a eu un ultimatum qui a été donné. Et si, comme on aime à le dire chez nous, si vous promettez d'habiller un éléphant, si vous le faites, vous auriez accompli, n'est-ce pas, un grand acte. Mais si vous ne le faites pas, vous auriez tenu en tout cas une très grosse promesse. Donc, c'est ce qui est arrivé. Le directeur, au temps d'Alpha Condé, malgré toutes ces réclamations, vous vous rappelez encore, toutes les manifestations à l'époque, je me suis déplacé moi-même pour aller aux côtés des jeunes afin de leur faire comprendre la nécessité d'aller, de penser à d'autres solutions que d'aller à ces manifestations. Mais si le directeur promet, c'est-à-dire à l'époque, eux, ils ont dit, les gouvernants d'alors ont promis aux jeunes de donner de l'électricité de 18h à 2h du matin. Cela avait été respecté dans certains quartiers en tout cas. L'autre réclamation qui se greffe à cela, c'est l'extension du réseau électrique vers d'autres quartiers périphériques aujourd'hui qui sont devenus de fortes agglomérations en tout cas qui attirent plus de population. Où la demande est forte. Voilà, où la demande est forte justement. Jusque-là, cette extension n'est pas faite, mais le directeur de l'EDG en tout cas aurait pris l'engagement de produire de l'électricité de 18h à 6h du matin. Et si vous le dites, on dit le lézard ne coudra jamais un pantalon sans trouver d'issue pour ça que donc il ne pouvait jamais prendre un tel engagement sans se rassurer de la disponibilité, n'est-ce pas, des moyens devant permettre, n'est-ce pas, à la réalisation de cet engagement. Très malheureusement, l'engagement n'a pas été respecté et les jeunes sont passés à la vitesse supérieure pour dire on va dans la rue.
Et quand c'est comme ça, ça devient compliqué. La même réclamation aujourd'hui se trouve du côté de l'AB. Vous avez vu ces organisations de la société civile qui ont remis associations de jeunes. Justement, leur réclamation au maire. Dans les jours à venir, s'ils n'ont pas de réponse, qu'ils vont passer au plan B. Au 4 avril. Jusqu'au 4 avril, ils vont passer au plan B. Et hier soir, avant même hier soir à Conakry, la situation elle est tout autre. Donc quand on parle même de sabotage venant des DRDG, vous avez vu, donc ces coupures intempestives de courant électrique dans notre capitale, ça devient une situation généralisée, c'est inquiétant. Je pense qu'il faut agir au plus vite pour nous éviter le pire. Voilà, allez-y Caps, même question, délestage, quand on a vu ce qui s'est passé, voilà, le micro il est enfin activé, allez-y. Voilà, justement, pour revenir à l'arrestation de Ousmane Mbiakaba, président du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée, il faut revenir sur les conditions de son arrestation qui me semblent très importantes parce que il a été constaté justement aux alentours de Radio Espace Kankan qu'il y avait la présence des gendarmes et des policiers comme l'a signifié Babila. Et donc suite à son intervention dans cette émission Beitafo, alors il était après l'émission, naturellement il faut sortir du studio et partir, mais la présence des forces de défense et de sécurité lui a envoyé justement à pouvoir rester. Et dans ces différentes interrogations là, il y a eu cette communication entre le procureur de la République près du TPI de Kankan et le directeur général de Radio Espace Kankan. Et donc qu'est-ce qui a filtré de ces échanges selon les informations qui sont à ma disposition? Donc il a été demandé au procureur qu'effectivement doléance lui était faite pour qu'il laisse justement ce monsieur sortir tranquillement du studio afin qu'il parte sur lui, parce que c'est quand même très bien vu de voir un invité venu se faire arrêter dans nos locaux. Donc le procureur fait savoir qu'effectivement il comprend cette bonne foi, cette envie de ne pas faire obstruction à la loi et de laisser justement le monsieur rentrer. C'est là où le procureur lui-même a dit justement c'est pourquoi j'ai demandé aux agents de sécurité et de défense de ne pas rentrer dans le studio pour le prendre, pour le sortir, mais veillez vous aussi, s'il a fini son émission, il n'est pas chez lui, c'est pas son lieu de travail et l'émission est terminée, veuillez lui laisser sortir du studio pour rentrer justement chez lui. Et donc de tractation à tractation, échange en échange, négociation en négociation, et finalement le jeune homme lui-même a voulu parler avec le procureur en disant, Ousmane Mbiakaba, en disant que ce qui l'inquiète c'est sa sécurité. Il était à jeun, ce qu'il souhaiterait de le laisser partir. Après la rupture, bien entendu, on pourra le prendre. Le procureur dit qu'il y a un mandat d'amener qui existe depuis 3 jours, et donc ça fait 3 jours qu'on le cherche. C'est maintenant qu'on entend sa voix dans les médias, et donc ils sont venus vers lui et qu'il garantirait sa sécurité, de sortir tranquillement, se rendre, et qu'il lui garantit cette sécurité là. Et c'est là où Ousmane Bia lui-même a échangé avec le procureur par l'entremise donc du directeur de Espace. Suite à leur échange, Ousmane Bia a décidé de son plein gré de sortir du studio et donc de se mettre à la disposition des agents de sécurité et de défense. Et c'est ainsi qu'il est sorti du studio, et donc il s'est fait arrêter pour partir. Voici un petit peu, selon les informations que je dispose, qui ont filtré des communications entre le procureur et nos confrères de Radio Espace Kankan. Oui. Maintenant, moi j'ai envie de soulever un certain nombre d'interrogations. Voyez-vous, on parle de l'existence d'un mandat d'amener. Est-ce que ce mandat d'amener existe vraiment? Gros point d'interrogation. Vous savez, des fois, on a vu par le passé, ici à Conakry, avec beaucoup de médias, souvent, quand on entend quelqu'un dans les médias et qu'il y a des envies d'arrestation qui viennent, tout de suite, on brandit le fait qu'il y avait des mandats qui existaient. Est-ce que ça existait vraiment? Bien avant même de parler de mandat d'amener, il faut d'abord une convocation. Exactement. Si la personne ne se présente pas, voilà. Justement, dans ce cas-là, vous pouvez aller vers un mandat d'amener. Exactement. Mais est-ce qu'il y a eu convocation? C'est la question que je pose avant de partir à cette autre étape. Gros point d'interrogation. Et moi, je vais donc plus loin. C'est qui soulève une autre interrogation qui nous amène donc à se poser la question au sein de auprès de nos autorités de la place, qu'il faut toujours mettre en avant le respect des formes et des procédures en la matière. Personne n'est supérieur à la loi. Quand un individu commet une erreur et pose un acte qui va à l'encontre de la loi, tout le monde doit répondre.
Mais quand même, il faut aller sur le respect strict des procédures en la matière. Et d'autant plus qu'on dit aujourd'hui que la justice sera la boussole qui va gouverner cette transition, qui va conduire cette transition. Donc cela est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça, Djiba Milimono, il faut également dire à nos autorités qu'à un moment, des fois aussi, il faut utiliser un certain niveau de pédagogie dans la façon de faire. Quand un directeur de l'électrification, de EDG, se met devant la jeunesse pour tenir un certain nombre de promesses, quand le régime déchu tient des promesses, quand récemment on avait le Premier ministre qui était présent dans cette ville, dans cette localité, sachant bien entendu qu'il y avait ces grognes qui étaient là dû au problème d'électricité et que rien n'a été fait et qu'on n'a pas pu communiquer aux jeunes si la promesse tenue, l'engagement tenu n'est finalement pas tenable, il faut quand même prendre la parole, expliquer aux jeunes, leur dire qu'est-ce qui explique le fait qu'on ne puisse pas respecter notre engagement et voici la démarche à suivre, comment nous pouvons faire pour pouvoir les satisfaire. Il faut un vrai travail pédagogique qui puisse nous amener à ça. Maintenant, il n'est pas encore tard. Ils peuvent à nouveau faire ce travail-là parce que même hier nuit, il y avait également cette manifestation tardive des jeunes dans les rues. Est-ce que cette manifestation tardive nocturne peut s'expliquer par le fait qu'on est dans une période de Ramadan qui explique que pendant la journée, les gens ne peuvent pas manifester. Il faut attendre la nuit pour pouvoir le faire. Je me dis qu'aujourd'hui, il est important que les autorités en place puissent assumer leurs responsabilités, qu'ils puissent gérer ce problème-là avec une grande maturité, avec de la grandeur et qu'ils ne puissent pas tout simplement amener cette jeunesse à pouvoir se soulever contre eux parce qu'encore une fois, avec la pédagogie, avec la manière, on peut permettre aux gens de comprendre des choses parce qu'encore une fois, électrifier la ville de Kankan, c'est le droit le plus absolu de ses citoyens. C'est un besoin primaire. C'est un besoin primaire, c'est comme les routes, voilà. Et Emmanuel, pas que Kankan, on voit ce qui se passe du côté de l'Abbé aussi, qu'on a crié ces jours-ci, Kolabouy aussi, Kolabouy déjà de tout temps, on le sait, c'est devenu une normalité. Et est-ce que aujourd'hui, il faudrait, au-delà du langage de vérité, est-ce que quelque part, on n'est pas face à une situation, mais le gouvernement a du mal à le dire au peuple de Guinée? Peut-être qu'on est face à une situation qui pourrait se définir comme étant une situation ingérable. Bon, quand je dis ingérable, c'est que pour l'instant, on n'a pas des palliatifs dans l'immédiateté pour pouvoir juguler le problème. Et ce qu'il était en train de dire, c'est bien entendu vrai. Il faut avoir l'audace, le courage de communiquer là-dessus lorsqu'il y a ce genre de problème. On ne va jamais cesser de le répéter. C'est un véritable paradoxe de continuer à dire que la Guinée est un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et qu'on est au 21e siècle, qu'on ait encore des problèmes d'électrification. Babila parlait tout à l'heure de différents projets. Il y a eu en 2021, si j'ai bonne mémoire, un appui qui a été accordé par la Banque d'investissement européenne, un montant de près de 330 millions, si j'ai bonne mémoire. Et ce projet s'intéressait un peu à la desserte de l'électricité dans 4 préfectures, à savoir, je crois, Kankan, Kérouané, Labé et une autre préfecture de la Basse-Guinée. Il était question de voir comment est-ce qu'on pouvait assurer la desserte de l'électricité entre les différents barrages Kaleta et Swapiti. Et mieux, il y a eu l'entame de ce projet du barrage de Foumi, où il y avait eu, je crois, des premiers financements qui avaient été avancés. Il y a véritablement des projets sur lesquels on pourrait se relancer pour relever ce secteur de l'électricité. Je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, il n'y ait pas de communication là-dessus. De Caps le rappelait pour ce qui est de Kankan. J'ai l'impression que dans cette ville, le problème d'électricité, si vous vous rappelez, a été tellement débattu jusqu'à un certain niveau. Il y a un monsieur de la notabilité qui avait rappelé que le problème de courant à Kankan, c'est Dieu. Vous voyez comment est-ce que c'est Dieu qui donne. Et aussi le Chinois était mort. Le Chinois était mort. On dit que c'est Dieu qui donne le courant. Et on se rappelle aussi de la communication de ce ministre de l'énergie qui disait que il n'y a pas de courant à Kindia. À la centrale parce qu'il y avait des sorciers.
Je pense qu'il faut une véritable réflexion pour qu'on ait la possibilité de savoir comment est-ce qu'on va produire notre électricité, comment est-ce qu'on va le distribuer. Surtout qu'il ne faut pas oublier de dire que nous sommes à une époque où les barrages hydroélectriques ne peuvent pas à elles seules faire tout. Et ça a même des conséquences désastreuses. Exactement. Il faut que c'est l'eau et ce sont les cours d'eau qu'on est en train aujourd'hui d'annexer complètement. Exactement. Sur le plan écologique, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Il faut donc pouvoir chercher des moyens alternatifs pour permettre à ce que, au prorata des saisons, d'avoir des moyens des énergies renouvelables. Nous avons, quand je prends par exemple la Haute-Guinée, il y a l'énergie solaire qui peut bien être impulsée. Puisqu'il y a suffisamment de ressources pour ça, le soleil. Il y a le soleil. Et il y a un espace aussi. Exactement. Au lieu que le soleil ne serve qu'à te faire tarir le fleuve Niger et celui Milo, au lieu qu'il ne continue qu'à caresser le cerveau, le crâne des habitants de Kankan, je pense qu'il pourrait bien servir à fournir de l'électricité. Mais il faut en plus qu'il y ait de la volonté. Je le disais ce matin-là, on sent une nette volonté pour ce qui est des infrastructures, les échangeurs, les routes naissent de partout. Je pense que pour ce qui est de l'électricité, il faut aussi qu'il y ait de l'intérêt manifesté pour cela. Voilà, allez-y, Alassane Sako. Voilà, justement, on est en train de, peut-être pour le cas précis de Kankan, on est en train de aller un peu à gauche de ce qui s'est passé à Kankan. Vous vous rappelez quand il y a eu ces manifestations à répétition à Kankan, on a trouvé des groupes électrogènes pour les envoyer à Kankan. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse mafia qui se trouve autour de ces groupes-là, ces groupes électrogènes. Imaginez 9 millions de francs guinéens par jour pour carburer. Donc au niveau de l'EDG, il y a ce problème-là. Mais ce n'est pas qu'à Kankan seulement. Oui, c'est comme à l'AB. L'AB aussi, c'est un problème de carburant. Le vol de carburant aussi. Le vol de carburant. Avant le vol, l'État produit beaucoup. En matière d'électricité, on a une grande quantité pour suffire toute la population guinéenne. Mais le problème se situe où? On a investi dans la production, mais on n'a pas investi dans le transport, mais aussi la distribution. En ne tenant pas compte non seulement du pouvoir d'achat du Guinéen, le Guinéen lambda, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez, je le dis comme ça, il n'y a pas assez d'industriels installés dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne connaissent pas encore d'évolution à ce niveau. Mais pour le cas précis de Kankan, Cap l'a dit, Emmanuel l'a dit, il faudrait que au plus haut niveau, même pas au-delà de l'EDG, que le ministère même prenne sur lui la responsabilité de dire pour le moment aux populations, on ne peut pas vous fournir de l'énergie. Il suffit à chaque fois qu'un groupe se lève, aussitôt on donne le courant. Ça donne des idées à d'autres quartiers, à d'autres préfectures de procéder ainsi. C'est des cautères sur une jambe de bois. C'est-à-dire c'est pas des solutions. C'est pas des solutions structurelles. C'est pas pérenne. Ça ne rassure pas. Pour le moment, dites aux Guinéens, nous avons le courant, mais nous n'avons pas de moyens pour le transfert. Il y a des travaux. Il y a même le projet d'interconnexion qui était annoncé pour la Haute-Guinée normalement et aujourd'hui. Pour Bamako qui est en cours après l'interconnexion des Zérékoré, parce que ce financement avait été bouclé avant le coup d'État. Le montant avait été décaissé, la contrepartie guinéenne. Il y a cette autre liaison qu'on appelle le corridor Lissan qui doit partir vers la Sierra Leone. Et ici aussi à Soapiti, il y a une troisième sortie, une troisième ligne, n'est-ce pas, qui n'est pas encore sur le réseau, parce que tout simplement il faut un nouvel appel d'offres pour, n'est-ce pas, le transport comme il l'a dit. Et il y a une connexion qui est prévue avec Amaria pour encore davantage élargir du côté du Sénégal. Les frontières, les zones frontalières vont être interconnectées selon les différents pays limitrophes de la Guinée pour pallier à toutes ces problématiques. Vous prenez Kolabougni. Kolabougni, c'est le carrefour. On a préféré donner vers, on va dire, Sangaredi, Boké. Mais c'est des jeunes. Et il faut rappeler que c'est un particulier qui donnait le courant. Effectivement, jusque-là, qui peine derrière son paiement. Je suis allé voir ce groupe électrogène là, Kolabougni, et qui aujourd'hui, la mafia se trouve à ce niveau. Même pas le vol du carburant, mais comment on fait pour importer, pour envoyer le carburant sur ces sites-là. Donc il faut interroger cette partie-là. Mais le groupe
ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ouais, il est coûteux et salissant. Ça, et je pense qu'il faut commencer. Et de l'autre côté, moi, je décris un peu la façon dont nos forces de l'ordre sont en train de procéder. Les maisons de radio ne constituent pas pour vous des points de repère pour arrêter des personnes, entre griffes, que vous qualifiez d'indélicats. Ce ne sont pas des points de repère pour vous. Si vous aviez délivré une convocation ou un mandat d'amener, moi je pense que quand même, c'est pas un individu qui se cacherait dans toute la Guinée, mais il est à Cancan. Vous pouvez le repérer ailleurs, mais pas à la radio. Ce n'est pas une excuse et cela doit cesser. Les maisons de radio ne constituent pas pour vous, force de l'ordre, des points de repère pour appréhender ou bien arrêter les gens que vous jugez indélicats. Voilà, si tout va bien, nous irons du côté de Fatako pour prendre, en tout cas tâter le terrain, prendre le pouls. Et nous avons de ce côté Alpha Ousmane Ba, notre correspondant régional de l'Abbé, pour l'enterrement de la sans-loi qui nous a quitté. Une information qui est tombée contre toute attente. C'est pourquoi la mort, comme on dit, elle ne prévient pas. Nous irons de ce côté pour comprendre un peu les derniers réglages, ce qui est en train de se passer de ce côté. Alphonse, avant de partir avec Félix rapidement. Moi, d'abord, avant tout propos, moi j'ai envie de saluer la maturité des citoyens de l'Abbé. J'ai comme envie de dire que c'est les seuls Guinéens civilisés qu'on a sur ce territoire. Non, pas que. Non, en fait, non. Est-ce que tu sais combien de fois les jeunes de Cancan ont démarché pacifiquement sans succès? L'Abbé, pour moi, en République de Guinée, la ville la plus intelligente. En fait, regardez le parcours même des manifestations avec le FNDC. Donc aujourd'hui, les jeunes de l'Abbé quand même permettent à EDG de sortir du trou. Mais en fait, moi, tout ce qui se passe, ce n'est pas EDG que je pointe du doigt. On a un ministère de l'énergie et de l'hydraulique qui, ma foi, ne sert à rien. Je suis sincèrement désolé. C'est soit le ministère est là pour veiller sur EDG, ou le ministère est là pour aller au-delà de EDG. Vous savez quand même qu'en République de Guinée, on peut s'offrir une autre entreprise d'électricité en dehors de EDG. Vous savez qu'on peut entreprendre d'autres projets sans attendre EDG. Mais le ministère sert à quoi? Depuis que le nouveau ministre est venu, quelle est la communication qu'il a fait pour nous permettre de comprendre on en est où avec... Il parle de déficit dans le transport d'électricité. Mais le déficit, il ne date pas du CNRD. On l'a trouvé. Le CNRD l'a trouvé. Le ministère a fait quelle communication pour permettre aux citoyens de comprendre que ce déficit-là va être comblé dans telle période. Ça n'a pas été fait. Au-delà des communications, entrepris quelle action? Quelle action? Je préfère. Donc aujourd'hui, en fait, il y a quand même une chose. Oui. Est-ce que tu sais qu'en République de Guinée, le courant que nous utilisons là, les installations, c'est pour nous? Oui, mais ce n'est pas nous qui fixons les prix. Bah évidemment. Est-ce que vous savez que ce n'est pas nous, nous carburons nous-mêmes? Mais c'est pas... Je n'ai pas compris au ça. Niveau des centrales, c'est des privés. Normalement, il y a des secteurs dans un pays tels que la santé, l'électricité ne devrait pas tomber dans les mains. C'est la souveraineté. C'est des domaines de souveraineté électrique. On a battu campagne ici pour dire que la Guinée est une référence en Afrique. Mais laissez-moi vous dire, le courant que nous avons en Guinée, dans les centrales ici, ce n'est pas nous qui les produisons. C'est pour nous. Mais ce n'est pas nous qui fixons les prix. C'est les entités particulières des privés. Même dans le domaine de la communication, qu'est-ce qui nous appartient dans ce pays? Donc, il va finir. Ne sois pas étonné que ce ministère-là soit bouche bée. Voilà. Non, dans ce cas, c'est simple. On supprime le département, on remet EDG dans le portefeuille de la présidence. Ça nous fait au moins une large économie sur beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie de dire, et ça, je ne cesse jamais de le dire, en matière de gouvernance, il y a l'intelligence administrative et au-delà. En matière de communication publique, il y a l'affinité. L'affinité se crée quand le citoyen sait que ce que tu lui dis est vrai. Ou quand le citoyen sait que la personne qui vient lui parler ne viendra pas lui vendre de la poudre. Mais quand vous promettez à Cancan que vous allez donner le courant de 18h à 8h le lendemain, et dans des quartiers, jusqu'à 6h, dans des quartiers qui n'avaient pas l'habitude de recevoir le courant en dépit du mode de dépannage, de gabé-gabé que vous avez, c'est que vous êtes sûr quand même d'en avoir les moyens. Mais vous n'avez pas les moyens. On ne vous a rien mis à disposition. Parce que tout dépend de là-haut. Là-haut, on ne vous a pas promis quelque chose d'imminent.
où l'AHO n'a rien fait pour que vous recevez quelque chose d'imminent. Vous venez quand même... Je pense qu'il ne prendrait pas le risque, comme le disait Babila, de dire qu'il y a quelque chose qui est prévu sans que ça ne soit le cas. Maintenant, on peut retenir sa responsabilité sur le fait que s'il y a eu des blocages, s'il y a eu à la fin du compte de l'impossibilité pour tenir cette promesse, on aurait dû revenir pour expliquer. Aujourd'hui, il faut une communication descendante. C'est pourquoi je dis que l'affinité... En fait, vous savez, quand vous promettez un téléphone à une personne, vous avez quand même pris le soin de commander le téléphone. Si vous n'avez pas les moyens de l'acheter sur place, vous commandez le téléphone. Le temps que le téléphone arrive, imaginez par exemple qu'il y a un incident qui fait que le téléphone, au lieu de venir lundi, doit venir jeudi. Vous revenez vers la personne concernée qui doit recevoir le téléphone. Vous lui dites, bon, à cause de tel incident, le téléphone arrivera jeudi. Et rassurez-vous quand même, qu'en lui donnant cette information, le délai que vous lui donnez, le téléphone sera reçu dans ce délai-là. Il vous est même permis de dire, si vous savez que vous recevez le téléphone jeudi, vous lui dites, bon, jusqu'au vendredi. Là, ça vous donne une période de recherche de solution. De sécurité, quoi. Mais il dit bientôt. Bientôt. Mais en fait, bientôt c'est vague. Mais vous lui dites jusqu'au vendredi. Là, vous avez le téléphone jeudi, vous le livrez jeudi. Ça rehausse votre crédibilité. Et c'est cette communication qui a toujours manqué en République de Guinée. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je me pose souvent la question. Quand même, on a des spécialistes en communication. Hein. Ce n'est pas par manque de spécialistes en communication. Non. En Guinée, il y a des pros en communication. Il y a des docteurs. Je connais des spécialistes en relations publiques ici. Mais on a un malheur. Déjà, c'est les journalistes qui s'occupent des postes de communication ici. Donc, eux, sans que ce n'est pas les reportages qui concernent le ministre, il n'y a aucune communication. Deuxièmement, c'est rare de voir aujourd'hui dans les cellules de communication des différents ministères ou des responsables de communication qui sont capables de vous étaler le plan quinquennal d'action du département. Une stratégie globale de com. Il n'y en a pas. Oui. Et aujourd'hui, cette communication-là doit revenir. En fait, il faut qu'on refasse la communication Alphonse, dans un pays. Pour que la cellule de communication communique sur le plan stratégique d'un département, il faut que ce plan stratégique existe. Il faut le message. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait que cette communication quand même revienne. Parce que notre gouvernance est défaillante. La seule chose qui peut nous sauver, c'est quand on parvient à créer un pont entre les citoyens et les services publics. Et ça se fait que par du côté de l'AB, quand même, quand il y a eu la pression, EDG a fait une conférence pour communiquer, pour dire qu'il y a un problème de carburant, mais ce qui va être résolu rapidement. Même si, une fois encore. Tension et de tension. Justement, la tension qui est très basse. Oui. On revient de l'AB. Oui. On était dans l'AB. Voilà, on était à l'AB. Moi, j'ai rien compris. La tension. Même la fourniture, je ne sais pas comment ils le font. Parfois, systématiquement, toute la journée, la nuit, il n'y a pas de courant. Oui. Le lendemain, à 12h, on vous envoie le courant. Le surlendemain, à 0h. Et puis même les ventilateurs, ça ne prend pas là-bas. Hein. Oui. À l'AB, la tension, elle est très basse. La tension, elle est très faible. Donc, après, ça a toujours été comme ça. Hein. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai quand même envie. Je sais que le président ou un de ses très proches conseillers nous écoute. Que le président appelle son ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Qu'il lui dise, je te donne une semaine pour permettre aux citoyens de comprendre ce qui ne va pas. Parce que l'autre chose qui est quand même important à dire, c'est que derrière ce projet, ce grand projet électrique qu'on nous a vendu à la République de Guinée, il y a deux grosses arnaques. On ne vend pas le courant encore. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. On ne vend pas le courant encore à la sous-région, non. On est allé acheter le courant dans la sous-région. Comment vendre? On nous a dit qu'avec Kaleta et Swapiti, on aurait vendu le courant. On viendra dans la sous-région. Attention, je finis. J'ai fini, Babila, s'il te plaît. J'ai dit on ne vend pas encore de courant à date dans la sous-région. On est allé acheter. Et l'autre chose, c'est le bateau turc qui est parti. Je finis rapidement sur ça. Vous savez que ce bateau quand même permettait de boucher beaucoup de trous à Conakry surtout. 75 kWh. Non, il faut rappeler que depuis 3 mois, le délestage actuel n'est pas dû au fait que le bateau est parti. C'est un sujet, on en parle. Oui, on a échangé. Avec ceux de oui, on a échangé sur ce bateau-là. Depuis 3 mois, ce bateau n'était plus connecté. Non, c'est ce que je veux dire. Depuis 3 mois, il n'est plus utilisé. Donc le problème, il n'est pas là, il est ailleurs. Vous me permettez rapidement de finir là-dessus. La question du bateau, je t'ai allé vers EDG pour... On va revenir. Félix, juste, allez-y rapidement. On va revenir, Alphonse. Pour aller rapidement, il y a un sociologue américain qui avait classifié les besoins. Il a dit les besoins primaires, secondaires et tertiaires. Et le plus important dans tout Maslow ça... avec la pyramide évidemment, d'Abraham Maslow. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il dit les besoins primaires sont non négociables. Ça ne se négocie pas. Si vous n'en avez pas,
ça vous conduit forcément à une manifestation. Donc, moi, je comprends un peu la position aujourd'hui de la jeunesse de Cancan et même ceux de l'AB qui menacent également de sortir s'ils n'ont pas d'électricité. Mais pour le cas pour comprendre un peu les difficultés par rapport à l'électrification de la Guinée, il faut un peu remonter à la jeunesse. C'est qu'à chaque fois, il y a une mauvaise communication politique derrière. C'est qu'à chaque fois qu'on a eu des projets de barrage en Guinée, je commence par exemple par le barrage de Garafiri, on vous dit quand on va construire, la Guinée sera pour l'orbite, il y aura l'électricité pour tous. L'électricité, ce fut le cas avec Kaleta, ce fut également le cas avec Swapiti, sauf que derrière, c'est pas ça. Moi, je peux pas comprendre qu'on puisse investir plus de 2 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, évidemment. 3 milliards de dollars. Dans le domaine de l'électricité, et que jusqu'à présent, toute la région, à peu près toute la région de la Haute-Guinée n'est pas de courant et une grande partie de la région de la Moyenne-Guinée n'a pas aussi de Aujourd'hui, vous partez à l'Abbé, vous êtes dans le noir, l'Abbé, pas de courant, pas de route surtout, les maisons, partout c'est des poussières. L'Abbé, je suis allé, j'ai vu l'image de cette ville, j'étais vraiment attristé, l'Abbé d'hier et aujourd'hui, c'est deux visages systématiquement différents. À Cancan aussi, je suis passé, quand même la capitale de la Haute-Guinée, Cancan avec toute son histoire. Aujourd'hui, il faudrait le courant. C'est un besoin primaire. On reviendra à vous. On va marquer une courte pause. Nous allons partir avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans un court instant au cours de votre émission, le Before DGG. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. Ce plateau avec nos chroniqueurs, on est avec vous. Félix, on parlait de ces délestages qui deviennent récurrents ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Oui, je disais donc pour comprendre un peu tout ce qui est en train de se passer, il faut remonter un peu la jeunesse. Je crois que depuis l'avènement de la Première République, après le feu général Lansana Conté s'en est suivi derrière, il y a eu toujours des difficultés dans le domaine de l'électricité en Guinée. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que avec les barrages, quand c'est la promotion du projet, on nous dit, on nous vante dans la communication, après la construction de tels barrages, la Guinée aura la possibilité même de vendre de l'électricité à d'autres personnes. Et ce fut le cas, comme je le disais tantôt, avec Garafiri, Kaleta, Swapiti, mais même avec, comment dirais-je, les centrales qu'on nous avait amenées. Je lisais encore le document avec le cas de Sidia Touré qui avait envoyé les moteurs pour pouvoir donner du courant suffisamment à la Guinée. Donc la question qui se pose, comment on peut investir plus de 3 milliards de dollars dans le domaine de l'électricité et que derrière, jusque-là, on continue encore à manifester parce qu'on n'a pas de courant électrique. Donc, c'est une grosse question qui se pose. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, quand on regarde de fond, c'est qu'il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion d'abord de tous les projets qui ont été amorcés dans le domaine de l'énergie. Parce que quand on prend le barrage de Kaleta, on prend le barrage de Swapiti, et puis on a également les centrales, comment dirais-je, thermiques, comment dirais-je, qui pourront donc s'accommoder, combler les déficits. Pour donner suffisamment d'énergie. Mais quand même, en termes de capacité installée, aujourd'hui, on est à près de 1000. Voilà. C'est pourquoi, si tu permets, c'est pourquoi je voudrais parler d'intelligence. Il faut le minimum d'intelligence pour gérer ce genre de choses. Parce que vous ne pouvez pas produire autant d'électricité. Je le lisais dans un document, près de 40% de ce que nous produisons est dans la déperdition. C'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement comment coordonner cette distribution-là. Et de ce fait, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous ne connaissez pas comment vous allez bien distribuer cette électricité et cette déperdition fait que vous êtes toujours dans cet amalgame, vous produisez beaucoup, mais il y a la difficulté. Les résultats ne sont pas probants. Donc, il faudrait bien qu'on puisse repenser cet aspect-là. Oui, mais juste ajouter ce qu'il veut dire. On produit beaucoup, mais c'est qu'en Guinée, ce qu'on a oublié, on se dit que le Guinéen ne paye pas le courant. On préfère mobiliser les efforts, les énergies, à vendre ce courant-là à l'étranger, parce que là-bas, l'argent, ça vient, ça ne retarde pas. Alors que on oublie ces populations. On dit quelque part que au lieu de donner le sacrifice aux voisins,
pourquoi tu ne donnerais pas ça aux membres de ta famille? Donc en Guinée, on s'est toujours battu pour produire beaucoup l'électricité, mais en se disant non, en Guinée, les citoyens ne payeront pas. Donc l'investissement à ce niveau, ça va être le retour sur l'investissement, ça va être à long terme. Alors qu'en vendant aux pays voisins, on a tout de suite l'argent. Donc les différents régimes qui se sont succédés se sont mis dans cette optique-là à vouloir fournir l'électricité à l'étranger. C'est pas faux. La Guinée peut bien vendre le courant à l'étranger parce que là-bas, c'est du kiff-kiff. Parce que eux, ils mettent l'argent aussitôt. Mais nous, qui devons déjà à Conakry, ils se disent qu'on ne paye pas le courant. Pourquoi mobiliser autant d'efforts pour le transport de ce courant-là? Pourquoi mobiliser beaucoup d'efforts? Moi, je pense que justement, cela ne devait pas être un argument à brandir. Pourquoi je le dis? Parce que, comme on le dit, c'est nos ressources, nous devons pouvoir en bénéficier. C'est pourquoi il faut repenser même le modèle économique. Et on a ce même problème avec la SEG. Il y a de l'eau, il y a de l'eau potable, mais l'autre problématique, c'est comment permettre à ce qu'il y ait une véritable desserte. Il y a le quatrième projet eau qui est quand même annoncé, c'est autour de 400 millions d'euros. Je pense que si Aboubacar Kamara arrive avec son département quand même à trouver ses fonds et à mettre sur pied ce projet-là, le quatrième projet d'eau, je pense qu'on peut quand même résoudre les problèmes. Mais sauf qu'ici, jusque-là, on ne sait pas où en sommes-nous. Il faudrait une communication à ce niveau rapidement avant de changer de sujet. Pour revenir, moi ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord travailler ce qu'on a. Le barrage de Kaleta, Swapiti et tous les autres barrages y afférents. Il faut d'abord qu'on travaille là-dessus pour savoir on a quelle quantité, comment nous pouvons distribuer ça à l'interne d'abord, avant de passer même avec d'autres énergies solaires comme du côté de Cancan. Parce qu'il ne faut pas aller de projet en projet si on n'a pas d'abord clarifié les projets qui ont été exécutés dans le domaine de l'énergie. Et ça, c'est très important. Allez, on parle de Babila. Ces données sur FOMI, c'est vrai qu'on est plus porté aujourd'hui vers les barrages hydroélectriques. FOMI, on en parle, c'est vrai qu'à ce niveau, il y a des problèmes des zones d'ombre qui ne sont pas encore soulevées. Et justement, mais avant, je voudrais rappeler un aspect très important. Le fait qu'on dise que la Guinée doit fournir de l'électricité à d'autres pays, c'est pas pour des raisons pécuniaires comme certains vont l'estimer. Mais il y a une vision sous-régionale qu'on a appelée l'initiative dénommée Pôle énergétique d'Afrique de l'Ouest, qui est le PAO, qui est né en janvier 2006 par la signature d'un accord des États membres. Permettez-moi, dans un court instant, nous irons à Fatako pour l'enterrement de Elhadji Sanloi, et d'où nous attend Alpha Ousmane là-bas au B. Dans un court instant, nous irons rapidement. Voilà, donc il y a cette initiative des chefs d'État de la sous-région qui est née en 2006 par la signature d'un accord des États membres de la CEDEAO pour permettre à chaque État membre justement de produire du mieux qu'il peut ou de fournir du mieux qu'il peut de l'électricité à son voisin, que cette interconnexion permette, n'est-ce pas, aux pays de la sous-région de pallier, n'est-ce pas, ce problème énergétique. Donc c'est cette vision qui amène les États, qui oblige chaque État membre qui dispose d'une capacité énergétique à fournir de l'électricité à son voisin. Donc c'est ce projet qui a amené l'interconnexion, l'initiative de l'interconnexion sous-régionale qu'on appelle le projet Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée, qui est en cours maintenant, la Côte d'Ivoire, Guinée et la Guinée, Mali. Également aussi, c'est sur l'autre barrage de 200 MW qu'on appelle le barrage de Manantali, sur le Bafing au Mali. Donc jusqu'ici, la ligne qui doit alimenter la Guinée venant de ce barrage de Manantali n'est pas encore sous branchement. Vous comprenez? N'est pas encore sous branchement. Et le transport, je vous dis, ce n'est pas la production le problème. Ces barrages qui sont là aujourd'hui, c'est le transport. C'est un autre investissement qui demande des millions de dollars. Il faut un appel d'offres, il faut que tous les procédés liés à cela soient établis afin qu'on puisse parler vraiment de la desserte au vrai sens du terme. Pour revenir au projet FOMI, on a vendu ce qui peut aider la Haute-Guinée, ou en tout cas ce qui peut amener les gouvernants à pallier, n'est-ce pas, définitivement à ce problème d'électricité en Haute-Guinée, c'est la construction d'un barrage. On a parlé de Kogbedou, on a parlé de FOMI.
Il y a eu des études qui ont été faites, notamment par Guiter et son partenaire marocain. Mais Fomi a des potentialités beaucoup plus élevées que le barrage de Kogbedou. Mais qu'est-ce qui a fait que Fomi n'a pas été réalisé? Dans l'établissement de l'accord cadre entre la Chine et la Guinée, l'accord cadre qui a été signé en septembre, le 5 septembre aussi, le 5 septembre 2017, dans cet accord, il y a des cadres qui ont milité à ce que les premiers projets, n'est-ce pas, prioritaires, qui allaient être définis pour être financés par la Chine, dans cet accord investissement, comment dirais-je, exploitation minière contre prêt bancaire de la Chine, le projet Fomi figurait. Mais selon nos informations, il y a des cadres qui ont milité pour enlever Fomi dans les projets prioritaires de la première phase. Et on a fait transiter, n'est-ce pas, le projet Fomi dans la deuxième phase. C'est-à-dire les rénovations, les travaux, les travaux publics qui se font maintenant là, et à Conakry, à l'intérieur du pays, ça fait partie, n'est-ce pas, de la première phase. Donc le barrage de Fomi, c'est dans la deuxième phase que ça a été classé. Malgré cela, il y a la société IREC, qui est une société chinoise, qui a promis, n'est-ce pas, d'apporter 85% du financement pour la construction du barrage de Fomi, dont le budget était chiffré à 600 millions de dollars américains. 600 millions de dollars américains, l'État guinéen n'avait qu'à payer 15% par tranche. Les 15% aussi, c'était par tranche, mais en guise de bonne foi, l'État guinéen devrait débourser les 15% du montant. Les 85% du montant devraient être donnés par la Chine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu même des travaux préliminaires qui ont été faits. Babila, si vous permettez, on reviendra tout à l'heure sur cette information, puisqu'on doit prendre tout notre temps pour ça. Caps, on va vous rejoindre tout à l'heure. Mais on va partir avec notre invité du jour. On se retrouve dans un court instant. On revient à vous, Babila. On va clôturer rapidement ce chapitre avec vous, Fomi, avec ces chiffres. Justement, comme je le disais, la société IREC, qui est une société chinoise qui avait faut appuyer le micro. La société IREC, qui est une société chinoise qui avait promis à l'époque d'appuyer l'État guinéen dans le financement du projet Fomi, parce que c'est un barrage qui a plusieurs importances en fait. C'est un barrage hydro-agricole. D'accord? À la fois, il produit de l'électricité et améliore la production agricole dans la préfecture. Et après, justement, cet engagement qui avait été pris, les 15% que l'État guinéen devrait financer, c'était dans le titre 5 du budget. Que selon nos informations, c'était dans le titre 5 qu'on devrait, n'est-ce pas, tirer ces 15%. Et on m'apprend que ce montant aurait été mis à la disposition du ministère du Plan, à l'époque dirigé par Mamakani. Est-ce que cet investissement, au lieu qu'on n'a pas accepté de l'orienter vers Fomi, c'est-à-dire les Chinois attendaient que ces 15% soient dégagés afin que eux ils procèdent justement, ou ils passent à la vitesse supérieure dans les travaux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la base, les travaux de la base arrière avaient été même établis ou avaient commencé dans un village qu'on appelle Folon, dans la région là-bas, qu'on appelle Folon, et les équipements aussi étaient importés à partir de Bamako, et le projet a été transféré au ministère du Plan en lieu et place du ministère des Finances, c'est-à-dire les montants qui devraient venir au ministère du ministère des Finances. On a pris ce montant du titre 5 pour les mettre à la disposition du ministère du Plan, qui aurait trouvé la nécessité de les utiliser autrement que de les investir, n'est-ce pas, du côté de Fomi. Ce qui, justement, a empêché la réalisation de ce barrage jusqu'à maintenant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que de la construction du barrage de Fomi, il y aura un système de navigation Kankan-Bamako, mais aussi il y a une irrigation des terres agricoles et une production de poissons en quantité, n'est-ce pas, pour desservir le marché local. Donc beaucoup de choses entrent en combinaison. Très malheureusement, vu malgré tous les efforts qui avaient été déployés à l'époque, il y a des businessmen, selon les informations, qui auraient rôdé autour de Sékou Touréa pour dire que le coût, les 600 millions de dollars, c'était trop élevé. Donc les Égyptiens seraient prêts à financer ce barrage à hauteur de 300 millions de dollars. Des noms qui nous reviennent dans ce dossier-là sont des personnes très connues dans le rouillage, n'est-ce pas, de la gouvernance de notre pays.
Et finalement, ni les Égyptiens, ni les par Chinois. Exemple, comme qui, on veut des noms. Ben, on parlait notamment de Chantal Cole, on parle d'autres personnes également qui auraient, n'est-ce pas, dit Alpha Condé et qui auraient même fait le déplacement sur le terrain pour constater tout ce qui est en train d'être fait. Et à leur retour, donc, il y a les Égyptiens qui sont prêts à financer à hauteur de 300 millions de dollars, au lieu qu'on donne les 600 millions aux Chinois. Et donc voilà, ce sont toutes ces histoires-là qui ont finalement empêché la réalisation de ce barrage, qui a été relégué, n'est-ce pas, au second plan aussi, par ceux-là justement qui ont participé à un moment donné à l'établissement de l'accord entre la Guinée et l'État chinois. Voilà, Babila avec ses données, CAPS un mot et voilà, allez-y Emmanuel. Bon, ce n'est pas seulement par rapport au projet, j'aimerais attirer votre attention sur un autre projet sur lequel on devrait s'intéresser, c'est bien entendu l'adoption des 2 accords de prêt au CNT pour l'électrification de Kankan, Kerouané, Beila et Lola. Ça s'est fait le 16 janvier 2023 passé et ça s'élève au montant de 70 millions de dollars. Et il faut rappeler que c'est sous un projet intitulé projet d'amélioration d'accès à l'électricité en République du Guinée. Solaire ou énergétique? Énergétique. D'accord. Voilà, et en tout cas, ce serait mieux que tous ces projets, quand même, c'est vrai, il y a une agrégation des exigences, mais ce qui serait indispensable, il faut la communication, il faut beaucoup de communication, comme on l'a dit, pour qu'on sache pour cette zone, parce qu'il y a le projet d'interconnexion, il y a le projet solaire, qui est annoncé en fanfare, il y a la question des groupes électrogènes souvent qu'on remplace, ou bien que la capacité, la démographie grandit. Vous avez des quartiers, Missira par exemple, ce sont des quartiers très anciens qui sont peuplés. Bordeaux, qui est quand même, j'apprends, c'est le plus grand quartier de Kankan. Aujourd'hui, il y a une demande qui est assez forte. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui remettre les choses au goût du jour, mais aussi faire une communication CAPS avant de parler de ce dossier de ces étudiants. Voilà, justement, moi je voulais, pour clore avec cette question de délestage à Conakry, mais également à l'intérieur du pays, parce que aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de coupures qu'on connaît aujourd'hui dans la ville de Conakry, et donc beaucoup d'interrogations sont soulevées aujourd'hui à ce niveau-là. Moi j'ai essayé d'échanger avec quelques techniciens de EDG pour comprendre qu'est-ce qui pourrait justifier ou expliquer ces délestages-là. Parce qu'on le rappelait même ce matin-là quand on parlait de la manif, de l'arrestation de ce monsieur du côté de Kankan pour dire qu'il n'y a pas cette communication descendante. On manque de pédagogie souvent pour expliquer à la population, ce qui fait que les interprétations vont dans tous les sens. Il est toujours important de prendre la parole et d'expliquer aux gens, les permettre de comprendre pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui doit créer ce qu'on est en train de connaître pour préparer la population à ce qui arrive. En réalité, la question n'est pas due à une question de production en courant. Si c'est le courant, on a dit que le problème se trouve au niveau du transport. Et ce cas-ci, c'est plus lié à un problème technique. Pourquoi? C'est qu'ils ont faussé dans les études préalables. Vous savez, ça c'est souvent des choses qui nous arrivent. On a eu beaucoup de projets en Guinée. On se rend compte que les études de faisabilité du projet, des fois, ils manquent dans ces études-là. Donc, ils ne sont pas dans l'anticipation. Ils sont réactifs souvent. Ils attendent que la situation arrive pour commencer à réfléchir à ce qu'ils auraient dû faire. Et on se retrouve dans la même situation aujourd'hui. Donc, les études préalablement faites ne concordent pas aux réalités actuelle. Donc ce qui fait que la charge augmente, la charge elle est grande et ça fait que ça endommage beaucoup plus d'appareils, beaucoup de choses sont endommagées et ce qui fait que aujourd'hui ce délestage il est connu. Donc ça fait que c'est plus lié à un problème technique qu'à un problème de production de courant. Le courant ça existe mais techniquement ces études ont manqué et ça fait que ces appareils sont aujourd'hui endommagés, il faut les changer, il faut revoir tout ce mécanisme là et donc pour dire encore que si on avait pensé à des choses depuis longtemps, on ne serait pas là. Et c'est là où des fois quand ces choses comme ça arrivent, pour ne plus que ça arrive, il faudrait que les autorités s'intéressent à ceux qui étaient en charge de ce dossier quand ça arrivait, parce que des erreurs comme ça, on ne doit pas les tolérer parce que dans la conduite, dans le management d'un projet, c'est un facteur très important qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas occulter. Donc venir voir ces gens-là pour voir où est-ce que ça manquait et si ça manquait, pourquoi, est-ce que le montant avait été décaissé pour les études préalables, est-ce que ces études ont été faites. Si ce n'est pas le cas, ceux qui étaient en charge doivent rendre compte de ces faits-là. Mais encore une fois, il faudrait quand même que EDG accepte de prendre la parole pour expliquer à la population guinéenne que ce fait-là va prendre combien de temps pour que nous puissions nous en sortir, qu'est-ce que seraient les vraies causes
derrière tout ça. Et les mesures palliatives. Et les mesures palliatives. Pour l'instant, surtout Exactement. pour l'ABI. Et quand on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. On parle surtout d'éducation, formation. Plus de 300 jeunes se font à escroquer. Le dossier d'enquête, c'est de Félix. On se retrouve dans un court instant. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG.